perspective parce qu'effectivement, je suis ravie. Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas ici et ça me fait plaisir. Ça veut dire que ça intéresse largement au-delà de nos rangs. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, en ce qui concerne le projet de Scope et pour avoir et continue suivi les amis de Fralib, ils se sont pas, le jour où ils sont rentrés en lutte, ils se sont pas dit on va faire une Scope. C'était pas ça au départ. Au départ, c'était préserver son emploi, et c'est au fur et à mesure de la lutte que s'est construit l'idée qu'il existait une autre façon de produire, une autre société, et à partir de ce moment-là, plus largement, une économie sociale et solidaire qui peut se substituer au système capitaliste dans lequel on vit aujourd'hui. Donc ce premier atelier va parler de l'économie sociale et solidaire, hier, aujourd'hui et demain. Eh bien, merci Hélène, je vous salue tous et toutes, je suis très heureux d'être là, parce que comme vous le savez, pour nous qui travaillons d'ores et déjà dans l'économie sociale ou dans l'économie sociale et solidaire, la lutte des Fralib, elle est exemplaire aujourd'hui pour des tas de raisons qu'on ne va pas vous apprendre, et que c'est important qu'on soit là avec vous, et en particulier parce que on veut aussi montrer qu'on continue, bien sûr le parti de gauche, mais globalement le front de gauche, à vouloir soutenir votre lutte et qu'elle débouche sur une activité concrète de reprise le plus vite possible. Donc, ça date grosso modo du début du 19e siècle, donc on s'inscrit dans une histoire assez ancienne. Et on peut en puiser les sources globalement dans ce qu'on appelait le mouvement du socialisme utopique. C'est des gens dont on entend parler un peu dans les livres d'histoire, Charles Fourier, Robert Owen. C'est des gens qui avaient comme idée d'essayer de faire en sorte que la société dans tout son ensemble soit autogérée par les citoyens et par les travailleurs. Un autre moment extrêmement important, ça a été la libération. En 1944 et en 1945, c'est la première fois qu'on voit, maintenant on n'est plus le seul pays à l'avoir inscrit dans son histoire, mais c'est la première fois qu'on voit le soutien dans un programme politique au développement des coopératives, des mutuelles et d'économie sociale. C'est le programme du CNR, du Conseil national de la résistance. Là, c'était gravé dans le marbre. Le programme de la libération était un programme de développement d'une autre économie. Presque que si l'on se contentait d'appliquer le programme du Conseil national de la résistance, ça serait déjà pas mal. On en est très loin. Même ce programme-là, qui a maintenant à plus de 60 ans, il est attaqué au quotidien. Les principes qui structurent ces mouvements d'économie sociale, grosso modo, ils tournent autour de quelques points. C'est ça qui fait qu'on peut parler d'une même mouvance au-delà de leur origine historique, c'est qu'elles sont censées toutes avoir un fonctionnement démocratique autour de l'idée une personne égale une voix, quel que soit ce qu'apporte la personne dans le projet, c'est-à-dire que chacun et chacune a le droit et le devoir de décider de l'avenir. Le deuxième pilier, en fait, des valeurs de l'économie sociale, c'est le partage des richesses. C'est-à-dire quand il y a des richesses concrètes produites, de l'argent ou des biens ou des valeurs, elles sont partagées entre tous les associés. Et c'est une loi fondatrice de l'économie sociale. C'est-à-dire tout ce qu'on a fabriqué, tout ce qu'on a réalisé, ce qu'on en tire comme usufruit est partagé entre les producteurs, entre les adhérents, entre les sociétaires. Et puis le troisième axe fondateur, c'est que l'adhésion à l'un de ces mouvements-là est volontaire. On n'inscrit pas les gens d'office. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit la volonté de chaque individu de participer au projet, de l'animer. C'est la combinaison des trois qui fait qu'on est ou pas dans l'économie sociale traditionnelle. Il y a eu, et c'est avec la dernière étape un peu que je vais évoquer là, dans cette histoire-là, une étape la plus récente qui a marqué une bascule, qui trouve ses racines dans ce qu'on dirait les années 60 et l'après 68. Ça a commencé un petit peu avant. C'est que se sont développés partout sur les territoires de manière autonome
ce qu'on appelle des initiatives citoyennes de solidarité. Alors, parmi les plus connus aujourd'hui, on a ce qui est les AMAP, mais on a aussi des centres sociaux, on a des centres culturels, on a des systèmes d'échange, de troc en fait, qui se mettent en place. Ça c'est vrai dans le monde entier tout ça, hein, mais c'est vrai en France en particulier. Des associations d'insertion, des structures de commerce équitable, etc. etc. Et c'est grosso modo ce noyau-là qui a créé une nouvelle mouvance. Et maintenant, c'est encore plus complexe. Une nouvelle mouvance, c'est ça qu'on appelle l'économie solidaire, hein, qui grosso modo date des années 70. Et si l'on veut tous distinguer un peu d'où ça vient tout ça, l'économie sociale dont je parlais tout à l'heure, système coopératif, mutualiste, et une bonne partie du mouvement associatif, sa valeur ajoutée, son noyau dur, c'est le fonctionnement démocratique, hein, c'est la volonté de prendre les décisions collectivement, c'est ça le cœur, je dirais presque, quelle que soit la qualité de ce qu'on produit, alors que historiquement, l'économie solidaire, c'est presque l'inverse. C'est ce qui est important, c'est la qualité de ce qu'on produit, peu importe si l'organisation, les décisions sont prises de manière démocratique ou non. Je fais un peu à l'âge, bien entendu, mais c'est ça un peu l'idée, hein. L'économie solidaire, c'est la finalité qui est importante, et l'économie sociale, c'est comment on fait pour s'organiser entre nous, êtres humains, pour prendre les décisions, les orientations, etc., etc. En tant que front de gauche, c'est que, tant que faire se peut, l'ambition que nous avons, dans le cadre d'un projet de société alternative, c'est de faire les deux. C'est qu'on se pose à la fois le problème de la finalité et l'utilité sociale de ce qu'on fabrique. C'est grosso modo, l'idée c'est qu'on veut faire des bons produits pour tous et pour toutes, et on veut aussi décider de la manière dont on travaille. C'est ça la démarche. Pour nous, c'est aujourd'hui mettre en œuvre d'ores et déjà un nouveau projet de société, et qu'il y a deux visions d'économie sociale et solidaire. L'une qui est de réparer les dégâts les pires du capitalisme, et l'autre qui est de changer de société. Et de changer de société tout en assumant le fait qu'on veut réparer les dégâts, parce qu'aujourd'hui on veut survivre quand même, hein. On ne va pas attendre le grand soir. Donc on a besoin de boulot, on a besoin de salaire, mais on ne veut pas le faire n'importe comment, et on veut montrer que là c'est possible. Et c'est pour ça que votre combat, il est exemplaire. C'est pour ça qu'il y a une série d'autres coopératives qui sont exemplaires, parce que ça nous donne à nous tous autres de l'espoir, parce que vous nous montrez que c'est possible de faire autrement. Je ne dis pas que c'est facile. Moi, je travaille moi-même dans une coopérative, je peux vous dire que c'est pas facile. Les contradictions entre les êtres humains, c'est pas rigolo tous les jours, parce qu'on s'engueule, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, donc il y a un débat qui est très dur, qui est très cinglant au sein de l'économie sociale et solidaire, mais il y a des enjeux qui sont extrêmement forts. J'ai voulu en 2010, avec des gens dans les jeunes précaires qui s'organisaient à Rennes et autres, rapprocher les luttes des chômeurs et des précaires des luttes des salariés en lutte contre les fermetures d'usines. Et donc j'ai fait un tour de France pour publier un livre qui n'est pas sorti, mais que vous pouvez trouver sur internet à mon nom, qui s'appelle Haute Tension. J'ai fait le tour d'une trentaine ou 35 entreprises, surtout privées, de l'industrie et aussi publiques, pour recueillir la parole des syndicalistes en lutte. Et je leur ai laissé expliquer dans chaque lutte pourquoi la lutte avait réussi ou non. Et les luttes qui ont le plus réussi, c'était toujours des luttes qui étaient menées soit par une alliance intersyndicale forte, soit par un seul syndicat suffisamment puissant pour mener la lutte, comme par exemple Ford à Bordeaux, peut-être ici aussi, et qui étaient des luttes qui avaient réussi à s'appuyer sur le concours des élus locaux. Et ces luttes-là, soit elles ont gagné, soit elles ont beaucoup retardé l'issue finale, soit elles résistent encore. Et donc, suite à ça, j'ai continué à rester en relation avec tous ces syndicalistes qui sont restés des amis. Certains, par exemple, ceux qui avaient mené des luttes en Poitou-Charentes, le leader CGT de nous, Fabrice Gué-Yerman, le leader CFDT de Liège, dont j'oublie le nom, et puis un autre leader syndical SNCF-CGT, ont été pris par le conseil régional Poitou-Charentes et s'occupent d'aider les salariés qui veulent reprendre leur entreprise au créer une scope. Je dis ça parce que justement ça montre à quel point il faut compter, mobiliser, arracher ce pouvoir, ce soutien des régions.
Et j'ai visité donc des SCOP, dont une coopérative d'activité et d'emploi du Poitou-Charentes, ce qui m'a fait après rentrer en contact avec Copanam en Ile-de-France et me brancher de plus en plus sur cet enjeu de l'économie sociale et solidaire, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent plus rentrer dans le salariat tel qu'on leur offre, c'est-à-dire un salariat précaire, mal payé alors qu'ils sont surdiplômés. Pour ceux qui sont diplômés et blancs, ceux qui ne sont pas diplômés et blancs, ils ne trouvent plus de boulot, hein, c'est tout simple, dans les tours. Hein. Et donc, ils ne veulent plus de ce type de boulot où on leur demande d'utiliser toute leur intelligence pour faire de la merde, produire de la merde, vendre de la merde, et ils se réimplantent à la campagne où ils montent des projets innovants, ils recréent des solidarités. Et il y a des territoires en France comme la Bretagne, les Pays Basques, des territoires qui ont une tradition de résistance à l'État central et d'auto-organisation, qui aujourd'hui sont un peu en pointe dans cette reconstruction. Mais alors, je vais vous parler de ces luttes salariées. Donc, par exemple, pour en citer quelques-unes, il y avait la fonderie sous-traitante de Renault, la SPFM à Caudan, qui a avec... C'est mon métier que d'accompagner des porteurs de projets, des entrepreneurs qui veulent développer justement des projets d'entreprise. Alors quand on dit entreprise dans l'ESS, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, c'est bien des associations, des coopératives, des mutuelles et autres. Il y a des tonnes de manières de faire. En revanche, la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on entreprend dans l'économie sociale et solidaire, il y a deux enjeux maintenant, au jour d'aujourd'hui, je vais parler vraiment d'aujourd'hui. Le premier enjeu, c'est répondre à des besoins sociaux. L'emploi en fait partie prioritairement. Mais il y en a d'autres, l'impact environnemental, le lien social, la culture, les pratiques culturelles. Il y a d'énormes chantiers qu'on a à développer dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Après, il y a un deuxième point qui se développe maintenant, qui m'intéresse moi particulièrement et qui vous intéresse aussi particulièrement aujourd'hui, c'est prendre des marchés aussi à l'économie capitaliste. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On s'est cantonné effectivement pendant très longtemps à l'économie réparatrice en se disant, tiens, là, ça rapporte pas trop. On va essayer de laisser les gens de l'ESS parce qu'ils ont une conscience et puis ils vont essayer de développer les choses. Mais nous, on a aussi envie de dire que sur les territoires, il y a une économie. Il y a une économie qui génère aussi des profits, qui génère aussi de l'emploi et qui doit être au service des valeurs que l'on porte dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et ces valeurs, nous, en tout cas, quand on accompagne des projets, on essaie d'en retrouver quatre. Et dans vos projets, dans les projets d'économie sociale et solidaire, on essaie de les mettre en avant. La première dimension, c'est l'utilité sociale. Alors elle prend différentes formes, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de fondamental. Le deuxième point, c'est la gouvernance participative. Comment on intègre l'ensemble des parties prenantes d'un projet aux prises de décision. Et je dis bien aux prises de décision. C'est quand même quelque chose de fondamental. Le troisième point, c'est qu'on est quand même dans une activité économique. Ça, c'est le premier élément. Le troisième élément, pardon. Et le quatrième élément, c'est qu'on est ancré sur un territoire. Et ça, je pense que c'est fondamental. L'ancrage sur le territoire, ça veut dire que mon entreprise, elle ne va pas travailler tout seul, mais elle va travailler avec un ensemble de partenaires que je vais choisir. Je vais définir une ligne partenariale. Tout ça pour dire que derrière ces quatre piliers ne se cache pas, en tout cas, un fondement qui est la coopération.